Il y a un exercice de CM2 qui fait polémique. Oui, le CRAN a d'abord cru à une blague. C'est en effet le conseil représentatif des associations noires de France qui dénonce cet exercice distribué à des élèves de CM2. Ça se passe dans une école de Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Et cet exercice a été ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Que peut-on y lire ? On peut y lire, sans pour autant oublier les aspects négatifs de la colonisation, il ne faut pas oublier les bienfaits que cela a eu pour les populations colonisées. C'est le préambule et le reste est à l'avenant. D'abord, les colons ont apporté l'instruction, une langue commune, les soins médicaux, etc. On vit apparaître les premiers hôpitaux modernes, les services vétérinaires et d'autres bienfaits de la vie occidentale. Mais c'étaient les Africains qui devaient payer toutes ces bonnes choses. Aussi, afin de se procurer de l'argent, ils commencèrent à exporter leurs récoltes. Cette époque de la moisson de l'argent prit une allure de croisière. Les arachides, récoltés ici au Sénégal, étaient un produit typique qui rapportait de l'argent à la fois aux agriculteurs et aux comptoirs coloniaux. Mais par ailleurs, le succès de cette moisson de l'argent créa des problèmes. Ce qui était vrai pour l'Empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies. Dans la Côte de l'Or, le cacao était le produit qui, à lui seul, rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies. Le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. L'Afrique est volée chaque seconde de plus de 7100 $. Pourquoi 7100 $? C'est le compteur de l'évasion fiscale de l'Afrique qui nous le dit. En Afrique, le compteur de l'évasion fiscale, ce sont les multinationales des pays colonisateurs qui l'alimentent. En Afrique, l'évasion fiscale, c'est 224 milliards de dollars chaque année. 224 milliards de dollars qui s'évaporent du continent africain et qui l'empêchent de satisfaire aux besoins élémentaires du plus grand nombre. L'évasion fiscale en Afrique est odieuse, aussi odieuse que la dette dénoncée par Thomas Sankara, qui l'a payée de sa vie. L'évasion fiscale vampirise les budgets des États et les empêche de subvenir aux besoins collectifs de leur population. L'évasion fiscale en Afrique, c'est bien souvent la mort. L'évasion fiscale en Afrique, c'est le énième asservissement. Le énième asservissement après l'esclavage, après la colonisation, après l'asservissement par la dette illégitime, la fameuse dette coloniale, après le pillage des ressources naturelles, après la dévastation de l'environnement. Eh bien, l'évasion fiscale intervient à nouveau, creuse cette dette illégitime. C'est l'histoire d'un continent qui a longtemps été asservi et exploité par l'Occident. Where the old railway was built by force and violence. Et qui désormais a choisi de tourner son regard vers l'Est. The new railway is built by consent and partnership, both between ourselves and China. 60 ans après le début de la décolonisation africaine, une nouvelle donne chinoise règne en Afrique. La question est, l'histoire peut-elle mieux se dérouler cette fois-ci ?
sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Oui, mais bon, moi maintenant vous êtes infiltré avec Sarkozy. Vous pouvez me faire rentrer dedans, moi. Pourquoi? Parce que je suis noir. Ouais, mais bon, je suis un être humain comme tout le monde. Et alors? Ah si, c'est pareil. C'est entre nous, il faut répéter. Entre nous, il faut répéter. Bah si, c'est pareil. C'est entre nous, il faut répéter. Oui, entre nous, ouais. Mais pourquoi? Officiellement, on dit oui, c'est pareil, mais en réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les Noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est nous qui avons décidé ça. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui décidez tout en premier, c'est la haute. Entre nous, pour l'instant, on est dominant, pour l'instant. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. De l'autre côté du continent, dans le nord Nigeria, le paysage colonial était très différent. En l'absence de colons blancs, les choses se déroulaient comme avant. Les Anglais se contentaient donc de superviser de loin. Placé sous la direction de Lord Lugard, c'est ce qu'ils appelaient le gouvernement indirect. Le gouvernement indirect signifiait gouverner par l'intermédiaire des rois locaux. Le gouvernement indirect était bon marché et très efficace. Les rois et les princes locaux maintenaient la paix, la loi et l'ordre dans leur propre intérêt, comme dans celui des Britanniques. C'est ce qu'ont lieu et sa conclusion dans haut lieu. Mais c'est entre nous, ne le répétez pas. Ah, je ne vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs. Il faut toujours jouer les jeux des blancs. Il faut jouer les jeux des gagnants. Donc moi, les Noirs, je joue le jeu des des gagnants. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les Noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. Bien sûr, mais il y a quelques Noirs qui sont des gens qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur bête. Non, c'est à notre époque. Ouais, en gros, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça, il manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes noirs. Sinon, écoutez, ils ont toutes les richesses du monde. Ouais. Il n'y a jamais d'hiver là-bas, ils ont un territoire gigantesque. Ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Comment c'est ça qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit c'est la Chine qui entre pas? C'est pas normal, vous comprenez, il y a un problème là. Mais comment ça se fait? Ah, ça je sais pas. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions.
Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Qui es-tu? C'est moi! Je suis son père! Tu es son père. Suite de notre série consacrée à la Namibie, avec ce soir un peu d'histoire. Une histoire méconnue et douloureuse, celle du génocide des Herero. Au début du XXe siècle, ce peuple a été décimé par les colons allemands. Reportage de nos envoyés spéciaux, Sophie Piard et Franck Noyetas. Windhoek, une capitale pimpante où la colonisation allemande a laissé son empreinte. Ce monument notamment célèbre l'armée du Reich du début du XXe siècle. Rien sur les victimes namibiennes de la colonisation, sinon ces quelques clichés qui témoignent d'un génocide méconnu. Celui des Damara, des San, des Nama et surtout des Herero. 80% de ce peuple fut exterminé entre 1904 et 1908. Pourquoi ce colloque justement? Eh bien parce que d'abord je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire bon, ben, finalement le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai, le danger il est là. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs.
Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté « Peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra ». Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés, comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible, et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hilary Koprowski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo, et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système,
qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire, et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Toujours avec la Chine, la réponse est à la fois économique et politique. Commençons par l'économique. Pour protéger ses investissements financiers, la Chine fait parfois signer à ses débiteurs ce que l'on appelle des clauses de sûreté. Ce sont des garanties qui stipulent qu'en cas de non-remboursement du prêt, une sorte de troc s'opère à la place. En gros, plutôt que de rembourser en argent, les débiteurs doivent rembourser en matières premières ou même directement en infrastructure. C'est ce qui est arrivé au Sri Lanka en 2015. L'île fait partie du projet lancé en 2014 par le président chinois Xi Jinping, les routes de la soie. C'est un projet pharaonique qui consiste à relier la Chine à l'Europe tout en prêtant de l'argent pour financer des infrastructures sur cette route, c'est-à-dire sensiblement ce que fait la Chine en Afrique. En 2015, la Chine a donc prêté plusieurs milliards de dollars au Sri Lanka pour la construction d'un gigantesque port au sud de l'île. Sauf que noyé dans ses dettes, le Sri Lanka ne peut plus rembourser. Comme alternative au remboursement, Pékin propose alors de prendre le contrôle du port pendant 99 ans. Résultat, la Chine ne perd pas d'argent et elle devient souveraine sur un territoire bordant l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde pendant un siècle. Mais les prêts chinois en Afrique pourraient avoir un autre objectif, plus politique. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, l'ampleur des ambitions chinoises a été réaffirmée. L'objectif à présent, c'est la création d'un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine sera la nouvelle puissance hégémonique. Or, pour accomplir cela, comme pour écarter Taïwan en 1971, l'appui du plus de pays africains possible est essentiel. On va fêter, enfin certains pays vont le faire, plus ou moins discrètement d'ailleurs, fêter ses 50 ans d'indépendance. Elle en a fait quoi, l'Afrique, de cette liberté, Kofi Amian? Vous aviez le désir d'être candidat au Togo, de devenir président du Togo, vous aviez forcément un regard sur ce pays, un désir, un amour. Qu'est-ce qu'a fait l'Afrique et pourquoi pas le Togo de cette liberté depuis 50 ans? Oui, je ne peux pas généraliser sur l'ensemble des pays francophones ayant accédé à l'indépendance en 1960 et quelques années après. En tout cas, je peux dire que le Togo, mon pays d'origine, n'a rien fait dès 50 ans. C'est 50 ans pour rien, puisque aujourd'hui, les plus vieux dans les villages, j'ai eu l'occasion de tourner dans l'ensemble des villages du Togo, les plus vieux me disent, Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. Mais ici, on va parler d'une alliance particulière dans Bélé. Bélé, donc Lévitico, chapitre 19, au verset 1 à 2, toujours dans Bible, il est dit ici, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous les commandements, virgule, si vous rompez l'alliance du verbe de téter en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, il y a virgule ici, il enlèvera sa protection. Il y a 2 points. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement de la fièvre, ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie.
Donc, on vous apprend ici qu'il y a une alliance qui a été conclue avec le peuple, l'alliance du verbe de Tété. Et cette alliance est là pour les aider, pour atteindre la sanctification, pour transcender les consciences, afin de ne point vivre dans la négation, dans la peur de la mort spirituelle, de vivre comme des mécréants, de vivre comme des non-initiés, de vivre tout simplement comme des gens qui sont dépourvus de spiritualité. Sans cela, cette alliance va être établie parmi le peuple. Et les entités du grand temps des choses vont se manifester par-delà les cieux visibles dans le passé qui est le présent pour ceux-là même qui vont recevoir cette loi. Et cette loi est transmise plutôt par l'intermédiaire d'un puissant Moutapeda Moudi, communément appelé dans les Bibles classiques, dans les religions dites révélées, sur la personne de Moïse, Moussa, Moïse. Mais son vrai nom, c'était Boussi. Et on sait que Boussi était noir parce que la spiritualité est une question de race. Donc, on vous apprend ici que si le peuple n'obéissait pas, ne mettait pas en pratique les lois, les commandements, et s'ils avaient pour but de rompre l'alliance du verbe de Loba en rejetant ces lois, les règles établies, la protection va être retirée. Et quand vous parcourez dans le monde actuellement, un peu partout, dans plusieurs pays, vous allez voir la condition de l'homme noir dans sa majorité. C'est la confusion. Ils sont adonnés dans des fausses religions, c'est-à-dire dans des religions tout simplement dites révélées, dans des pratiques qui n'ont pas ce qui a été établi dès le commencement. Ils sont à la quête d'une identité qu'ils ont perdue, qu'ils n'arrivent pas à retrouver, parce qu'ils sont en train de tâtonner en plein jour, comme des aveugles. Tout ça parce que ils ont rompu l'alliance de leur père, de leur ancêtre, qui avait été établie dans les temps d'autrefois, en cela où les qualités de vie vont changer d'une mauvaise manière, perte de l'identité. On vous fait croire que l'homme vient du singe, qu'en Afrique, il n'y a pas eu d'histoire. Et beaucoup d'entre eux vont accepter cela parce qu'ils ne connaissent pas leurs origines, ils ne connaissent pas leur identité, ils ne connaissent pas le rocher qui les a protégés. Mais on vous dit ici, vous ensemencerez vos champs, virgule, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. On a bien vu cela. Beaucoup d'entre eux vont en Afrique, ils prennent des terres par la corruption, par le mensonge, par toutes sortes de ruses. Ils vont prendre des terres et ils vont expulser ceux, les autochtones, à qui appartient cette terre. Ils vont prendre vos champs, ils vont prendre vos femmes, vos maisons, tout ce qui vous appartient. Et on voit cela actuellement. Quand vous regardez un peu, vous parcourez dans les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de gens qui se plaignent que les Chinois viennent, ils prennent les terres, d'autres personnes viennent, ils sont en train de prendre ce que leurs ancêtres les ont légué. Et quand vous allez même en Afrique du Sud, vous voyez beaucoup de blancs là-bas, il y a même des villes, une ville en Afrique du Sud, où cette ville, elle est interdite aux Noirs. Et pourtant, ce sont des Noirs qui sont au gouvernement. C'est une ville, c'est un pays des Noirs. Parce que la prophétie avait déjà été annoncée. Parce qu'ils ont rompu cette alliance-là, cette alliance du verbe de Tété qui avait été conclue par leurs ancêtres à cette époque. Dans le verset 2, on vous dit ici, vous serez vaincus par le monde occulte, virgule, on s'arrête dans la virgule ici. Vous serez vaincus par le monde occulte. Comment le peuple va être vaincu, va subir une telle défaite venant du monde occulte en cette époque? À l'époque de ceux qui ont subi l'esclavage,
et ceux qui continuent à subir les moqueries un peu partout. Parce que quand vous acceptez les fausses croyances établies par les blancs et les sans-mêlés, établies par des corrompus, vous êtes vaincu par le monde occulte. Parce qu'on vous a retiré, on vous a extirpé de la source originelle de l'alliance. Vous avez servi des faux dieux. Vous avez servi des images, des barlivènes qui ont été inventés au Moyen-Âge. Vous allez voir beaucoup de noirs dans plusieurs, entre guillemets, dites religions révélées et d'autres formes de croyances et de spiritualité qui n'ont pas de sens. Ils vont s'adonner, ils vont faire des débats, ils vont s'entretuer au nom de ces faux dieux, de cette divinité, de ce soi-disant livre inspiré. Parce qu'ils ont perdu la mémoire. Ils ne se rappellent pas dans leur esprit l'alliance qui a été conclue par le Vêpres de l'Oba avec leurs ancêtres. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vous serez vaincus par le monde occulte. Vous vous prosternez devant un soi-disant sauveur dont vous appelez Jésus, Yahushua, Amashia. Des faux dieux, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Et d'autres encore. Vous donnez leur essence, vos énergies à ces torchons qui étaient inventés au Moyen-Âge. Parce que les démons vous ont vaincu mentalement, spirituellement, moralement, intellectuellement. Vous n'arrivez plus à raisonner.